Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous voir aussi nombreuses et nombreux pour m'entendre parler d'un sujet aussi niche. J'espère que ça va vous plaire. Donc vous avez vu le titre, hein, on va parler de la couleur des bruits. Comment ça, les bruits ont des couleurs, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Donc, la couleur des bruits, donc, et plus particulièrement la génération des textures sonores. L'idée, en fait, c'est vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé à parler de ça, ce que ça peut faire, à quoi ça sert, et surtout comment on en crée, et à quel besoin ça répond. Ceci étant dit, moi je vais pouvoir me présenter, je m'appelle Sébastien. Est-ce que ça marche? Petit instant. Petit problème de zapette. J'avais fait vite fait. C'est bon, c'est réparé. Donc ceci étant dit, je vais pouvoir me présenter, je m'appelle Sébastien, je travaille chez OVH Cloud en tant qu'ingénieur logiciel depuis maintenant 5 ans, et plus généralement je fais ce métier depuis maintenant 14 ans. Je fais aussi des conférences régulièrement sur des métiers que j'ai pu faire. Et là, pour la première fois devant vous, je fais ma toute première conférence sur un sujet qui est très personnel. J'aimerais vous présenter ça un peu sous la forme d'un voyage, un voyage qui passera par des notions mathématiques, physiques, mais aussi algorithmiques. On est là pour ça. Pour me présenter rapidement, moi j'habite à Nantes, j'ai un chat. Je suis un ancien bègue, et je le suis encore plus ou moins, donc c'est pour ça que quand vous l'entendrez, eh bien, comme ça au moins vous ne serez pas surpris. Et aussi, j'ai raconté un truc qui m'est arrivé il y a 2 ans, qui introduira la conférence. Il y a 2 ans, il m'est arrivé un truc plutôt ennuyant. J'ai commencé à entendre un bruit dans ma tête, un bruit assez aigu, un bruit assez désagréable, et qui m'empêchait de dormir. Quand on commence à avoir ça, ça devient assez compliqué d'accepter que le silence n'existe plus, et c'est un peu le point de départ de cette conférence. Certains ont peut-être reconnu de quoi je parle. Depuis 2 ans, j'ai ce qu'on appelle un acouphène. Eh bien, la zapette a décidé de ne pas fonctionner aujourd'hui. On va y aller par l'ordi directement, ce sera plus simple. Ah, merci. Ah, d'accord, ok, merci. Et donc, un acouphène. Ah non, ça marche. Même en dirigeant, ça marche pas. Hein. Non, il y a un problème de zapette, désolé. Donc, j'ai depuis 2 ans ce qu'on appelle un acouphène. Et donc, un acouphène, je viens de le dire, ce que c'est un bruit qu'on a dans la tête. Du moins, dans la grande majorité des cas, on dit alors qu'il est subjectif, c'est-à-dire qu'il est fabriqué par le cerveau. On ne peut absolument rien faire pour ça parce qu'il n'y a pas de vrai bruit, en fait, il est complètement dans la tête. Et dans 5% des cas, on dit qu'il est alors objectif. Et là, il y a un vrai bruit, et donc on peut potentiellement l'opérer. Il peut être constant ou intermittent. Dans mon cas, il est constant, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête jamais, depuis 2 ans en l'occurrence. Et il peut se manifester sous plein de formes, notamment des sifflements, mais aussi plein d'autres formes. Voilà. Et tout ce que je viens de vous dire, c'est documenté sur le site d'Amélie. Et donc voilà, si vous voulez voir ça, ils ont une page qui est dédiée à l'acouphène, c'est hyper bien fait, donc n'hésitez surtout pas. Donc moi, quand ça m'est arrivé, effectivement, j'ai commencé à très mal le vivre au début, parce que quand on veut dormir, c'est assez compliqué. Et donc j'ai commencé à me renseigner sur les différentes possibilités. Bilan chez l'ORL, comme toute personne qui ont des acouphènes subjectifs, c'est inopérable, on ne peut rien faire. Donc en fait, le seul truc qu'on m'a dit, c'est t'as pas trop le choix, tu vas devoir masquer les fréquences parasites avec de la musique ou du son. Et ça me fait une très belle jambe, mais moi, j'ai pas spécialement envie d'écouter de la musique toute la nuit. Donc, va falloir commencer à écouter un petit peu autre chose. Et alors, on m'a parlé des bruits. On m'a dit, est-ce que tu connais les bruits blancs? Les bruits blancs, en fait, c'est ce genre de choses. Donc là, vous pouvez voir cette magnifique vidéo YouTube à 352 millions de vues. C'est là que je me suis dit que j'étais pas le seul à m'y intéresser. Dans le titre, d'ailleurs, on voit que c'est aussi pour la concentration, pour dormir. Donc voilà, c'est les bruits colorés, en général, sont des bruits qui aident pour les gens qui ont les acouphènes. Ça aide aussi pour les TDAH, notamment aussi pour les bébés qui ont du mal à dormir. L'idée, en fait, c'est de masquer des fréquences parasites, que ce soit des bruits qu'on a dans la tête ou des sons qui sont un petit peu environnants, pour essayer de reproduire une forme de silence artificiel. Comme le bruit est neutre, en fait, il est suffisamment présent pour masquer, pour que votre cerveau se concentre dessus et masquer les fréquences parasites, mais suffisamment neutre pour que votre cerveau finisse par l'oublier et du coup recréer une forme de silence. Et c'est grâce à ça que j'ai retrouvé le sommeil. Donc on va l'écouter ensemble déjà pour voir à quoi ça ressemble et ça nous donnera l'objectif à atteindre. Alors c'est très important de garder à l'esprit que ce genre de bruit, c'est censé être écouté à très bas volume dans les oreilles, c'est-à-dire tout le contraire de ce qu'on va faire dans cette gigantesque salle. Donc on va voir ce que ça donne quand même. Voilà, donc ça c'est pas un bruit blanc en fait, spoiler, ce n'est pas un bruit blanc malgré le titre. La raison à ça, c'est parce qu'en fait c'est un bruit coloré, et les bruits colorés sont des variantes de bruit blanc, et par abus de langage, on appelle souvent les variantes de bruit blanc dans le langage commun. Mais vous verrez qu'on utilisera les vrais termes plus tard, et ça je ne le savais pas encore.
Donc pour l'instant, je ne suis pas encore au courant, mais ce n'est pas tout à fait un bruit blanc. Mais ce bruit-là, à bas volume dans mon oreille droite, j'arrive à dormir et je suis hyper content. À ce moment-là, j'ai retrouvé le sommeil et je suis hyper heureux. Mais je suis un peu frustré parce que moi, j'aime bien savoir comment les choses fonctionnent dans la vie, et surtout quand c'est des choses qui me tiennent à cœur. Et je me dis, mais comment on fait ça? Je me dis, c'est sûrement des informaticiens qui ont fait ça en plus, hein, parce que je pense que ça se code. Moi, je suis développeur, il n'y a pas de raison que je ne sache pas en créer. Donc, on va apprendre comment ça fonctionne et on va créer ensemble ce bruit blanc. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le son? On va faire un petit rappel pour mettre tout à niveau. Le son, c'est la manifestation d'une onde acoustique, une onde qui est générée par des vibrations. Ça peut être moi qui tape dans mes mains, ça peut être mes cordes vocales, ça peut être une corde de guitare. Les vibrations vont entraîner cette onde qu'on va percevoir comme étant le son. Le son, il est caractérisé par deux choses, son amplitude et sa fréquence. L'amplitude, c'est littéralement la quantité d'air qu'on va déplacer, que l'onde va déplacer, et donc c'est ce qu'on va percevoir comme étant le volume du son. Et la fréquence, c'est le nombre d'oscillations de l'onde par seconde. Ici, par exemple, j'en ai mis 5, on est donc sur une fréquence de 5 Hz. Et donc, plus la fréquence est basse, plus le son est grave, plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu. Donc ça, voilà, ça c'est un peu les bases du son. Ok, c'est bien, maintenant que je me rappelle, on va pouvoir travailler un petit peu avec ça. Premier problème, comment est-ce qu'on traite du son par ordinateur? Le son, en fait, hein, c'est une onde, c'est un signal, du coup, donc on va faire du traitement du signal. Et comment ça se capture un signal? Parce qu'en fait, pour une image, je vois bien, hein, une image, c'est plein de pixels, les pixels, c'est plein de carrés colorés, donc voilà, je mets plein de couleurs bout à bout, et ça me fait ma matrice, ça me fait mon image, et je suis super content. Comment ça marche pour le son? Pour le son, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par capter l'onde. Ah oui, j'ai oublié, pardon. Nous, en tant qu'humains, on capte des fréquences, on ne capte pas toutes les fréquences, hein, comme tout être vivant, donc on capte les fréquences entre 20 et 20 000 Hz, ce sont les humainement audibles. Avant, c'est les infrasons, et après, c'est les ultrasons. Et il y a une fréquence qui est assez intéressante à connaître, c'est la 440 Hz, la LA4. C'est la fréquence de référence depuis bientôt un siècle. C'est la fréquence que vous entendez quand vous frappez un diapason pour accorder un instrument. Et c'est également la fréquence que vous entendez quand vous décrochez un téléphone. Donc ça, c'est pour dire qu'il y a des fréquences qui sont quand même plus connues que d'autres. Et donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la plage de fréquences qui est entre 20 et 20 000 Hz, parce que ce sont toutes celles qu'on peut entendre. Pour la plupart des humains, ça se limite à 16 000 Hz en réalité, mais on va dire que théoriquement, pour un humain, c'est 20 et 20 000 Hz. Ok, je reprends ma question du coup. Comment on fait pour capturer du son? Et bien en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va capturer le signal déjà, on va le capter, et on va enregistrer numériquement son amplitude à des points donnés, à des intervalles de temps donnés. L'amplitude, elle est généralement normalisée entre -1 et 1, donc c'est des valeurs numériques. Et là, je sauvegarde 4 amplitudes sur mon onde acoustique, sur mon signal. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des valeurs numériques. Et comme ce sont des valeurs numériques, on va pouvoir les traiter par ordinateur. Alors c'est bien, c'est des vraies informations sur mon signal, par contre, c'est bien trop peu. C'est-à-dire que là, je n'ai pas assez d'informations. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va commencer à en enregistrer plus. Donc on va augmenter la fréquence à laquelle on enregistre ces points. Et vous allez voir que plus on a de points, plus on a d'informations sur ce signal. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a suffisamment de points pour être capable de reproduire le signal juste avec des informations numériques. Ce que je viens de faire, ça porte un nom, c'est très connu dans le traitement du signal, hein, on appelle ça un échantillonnage. Et donc, les points que vous voyez, les amplitudes enregistrées, ce sont des échantillons sur l'échantillonnage, et la fréquence à laquelle je les enregistre, c'est la fréquence d'échantillonnage. Je vous remets exactement le même graphe, mais cette fois-ci en reliant les points. Comme ça permet vraiment de se rendre compte à quel point plus on augmente la fréquence d'échantillonnage, plus on est capable de reproduire fidèlement le signal. Et comme ça, moi, ça me permet de faire une petite pause pour boire. Et en plus, c'est joli à voir. Et voilà, donc en fait, plus on a de points, plus on reproduit le signal. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait un échantillonnage, on a des valeurs numériques qui reproduisent le signal. Ok, alors maintenant, c'est bien gentil, mais combien de points j'enregistre? Si j'enregistre trop peu, ce ne sera pas assez fidèle pour le signal, et je n'ai pas non plus à en enregistrer un infini. Quelle est la bonne fréquence d'échantillonnage? Pour un fichier audio, on connaît la réponse. La réponse, c'est 44 100 Hz. Et donc, ça veut dire qu'on va enregistrer l'amplitude 44 100 fois par seconde pour être capable de reproduire le signal. Alors pourquoi cette fréquence en fait, hein, comment on le sait ça? Ça on le sait grâce à un théorème qui est assez connu en physique, qui est le théorème d'échantillonnage de Nyquist-Shannon. Ce théorème en fait, il nous dit plusieurs choses. Il nous dit notamment que pour enregistrer un signal, pour être capable de reproduire un signal sans perte ni déformation d'information, il faut l'échantillonner à au moins le double
de sa fréquence la plus haute. La fréquence la plus haute, on la connaît, c'est 20 000 Hz, c'est le maximum qu'on peut entendre. Donc ça veut dire qu'on connaît notre ordre de grandeur qui est de 40 000 Hz. Pardon. Et donc après, on a ensuite ajusté à 44 100 Hz de manière plus ou moins empirique et notamment pour tenir compte des contraintes hardware de l'époque. Et donc on a notre fréquence d'échantillonnage 44 100 Hz, 44 000 échantillons par seconde. Ce théorème-là, on le doit à Harry Nyquist et Claude Shannon, qui se sont notamment inspirés des travaux de Edmund Whittaker. Ce sont les trois personnes qui ont été hyper impliquées dans ce théorème-là. Et donc là, maintenant, on commence à avoir des outils en main. Okay, on se rappelle de ce que c'est le son, on sait comment l'échantillonner, on sait qu'on va pouvoir le traiter sur ordinateur. Moi, je vous rappelle, je suis un développeur à la base, hein, donc maintenant, j'ai hâte de mettre les mains sur le clavier. On va pouvoir attaquer le bruit blanc. Alors j'ai mes outils en main, j'ai le son, tout ça. Maintenant, ce qui me reste plus qu'à faire, c'est écrire les algorithmes. Et pour écrire un algorithme, je vais avoir besoin d'une définition. On va regarder la définition Wikipédia. Qu'est-ce qu'ils me disent? Un bruit blanc, c'est une réalisation d'un processus aléatoire dans lequel la densité spectrale de puissance est la même pour toutes les fréquences de la bande passante. Cette définition, elle peut faire un petit peu peur au début, mais en fait, on va la décortiquer ensemble, vous en faites pas. Il y a deux notions importantes à retenir, je les ai mises en gras, c'est la notion d'aléatoire et de densité spectrale. La densité spectrale de puissance, ça on va le voir après, ce sera beaucoup plus simple quand on aura des outils un peu plus visuels à notre disposition, donc on va la mettre de côté pour l'instant. Moi ce que je vous demande de retenir, c'est le côté aléatoire, et ça me permet de concocter une définition qui est certes très grossière, mais qui va être suffisante pour l'instant. En gros, on retrouve statistiquement toutes les fréquences sur la période de temps donnée. Ok, très bien, très bien. Comment ça en fait? Ça veut dire qu'on peut retrouver toutes les fréquences dans un son, dans un bruit, comment ça marche? En fait, je vais faire un petit tour sur un théorème, sur un outil mathématique qui est très connu, qui est la fameuse transformation de Fourier qu'on doit à notre célèbre mathématicien Joseph Fourier. Et donc Joseph Fourier, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que via sa transformation, que tout signal peut être décomposé en une somme potentiellement infinie de fonctions trigonométriques, donc pourquoi pas des sinusoïdes du coup, et la sinusoïde c'est ce qui représente du coup une fréquence particulière. Là, j'ai pris un exemple très simple, c'est un signal qui n'est pas une sinusoïde, mais qui peut être décomposé en une somme potentiellement infinie de sinusoïdes. En l'occurrence 2, hein. On ne va pas s'embêter, on va faire simple. Et cet exemple-là, j'ai choisi parce qu'il est très simple. On a deux fréquences, la fréquence verte et la fréquence orange, et on remarque en fait que la fréquence verte, c'est celle qui va dessiner le motif principal de notre signal, alors que le motif orange, la fréquence orange, c'est celui qui va dessiner le motif un peu plus irrégulier. Voilà. Et donc là, je vous les sépare, comme ça vous pouvez bien les voir, et puis ça me permet aussi de vous montrer que je sais faire des animations sur PowerPoint, et dans l'autre sens. Hop là. Ok, donc on va se servir de cette transformation de Fourier. Ok, ça c'est bien. Et donc, partons vers la création de notre bruit blanc. Puisque la transformation de Fourier me dit ça, en fait, ce que nous dit la définition du bruit blanc, c'est que le bruit blanc, c'est un signal acoustique qui, quand on le décompose par la transformation de Fourier, on aura statistiquement à peu près toutes les fréquences de la bande passante. La bande passante, en l'occurrence, ça va être entre 0 et 22 000 Hz, puisqu'on échantillonne sur 44 000 Hz. Donc on aura toutes les fréquences audibles à peu près mélangées. La théorie derrière, on va dire la théorie, c'est de se dire que puisqu'il y a à peu près autant de fréquences bien réparties partout, les fréquences hautes et les fréquences basses vont se compenser mutuellement, ce qui va créer cette espèce de son neutre qui se rapproche du silence, ce son qu'on recherche. L'avantage, c'est que c'est plutôt simple à faire. Vous voyez ici, c'est le son le plus chaotique qui existe. Le bruit blanc, c'est le bruit le plus chaotique qui existe. Vous voyez, c'est complètement aléatoire, et d'un point de vue échantillonnage, en fait, il suffit de mettre une valeur aléatoire pour chaque échantillon d'échantillonnage, tout simplement. L'avantage avec ça, c'est que l'algorithme, il m'a pris de ligne. En fait, ça, c'est une fonction que j'ai appelée feed buffer parce que je décide que ce qui va caractériser mon bruit, c'est la façon dont je remplis l'échantillonnage. Mais ce qui est important, en fait, c'est ça. C'est juste cette petite boucle avec donc voilà l'aléatoire, et en fait juste on va aléatoirement mettre une valeur. Donc c'est l'algorithme le plus simple que j'ai écrit de ma vie, et je me dis wow, c'est trop bien, avec juste un simple petit algo comme ça, une simple petite ligne aléatoire, je peux faire le bruit parfait, le bruit qui va me permettre de me détendre et de dormir. Donc ce que je vous propose, c'est que tous ensemble on écoute ce bruit que j'ai généré et qu'on se détende tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à vous détendre ? J'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez détendu? Est-ce que ce son ne vous rappelle pas un objet de votre jeunesse? Et oui, la neige télé, c'est du bruit blanc.
Alors, où est-ce que je me suis planté? En fait, je ne me suis pas planté théoriquement parce que tout ce que je dis jusqu'ici est vrai. C'est bien du bruit blanc que j'ai généré, je ne me suis pas trompé, ça colle bien à la définition et en même temps, elle est tellement simple que ça aurait été dur de se tromper. Là où je me suis trompé, c'est dans la compréhension du cerveau humain et de l'oreille humaine. Et ça, c'est assez intéressant, c'est que l'oreille humaine ne perçoit pas les fréquences de manière linéaire. Nous, en fait, on perçoit les fréquences de manière logarithmique. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait? On le voit dans ce tableau-là. Ça veut dire que si on prend les octaves, donc les octaves que vous pouvez jouer sur un piano ou chanter comme vous voulez, les octaves, on a 30 Hz de différence entre l'octave 0 et l'octave 1, on en a 8000 entre la 8 et la 9. En fait, à chaque changement d'octave, on aura toujours 2 fois plus de fréquences. Et ça, c'est comme ça qu'on perçoit les fréquences. Donc c'est pour ça qu'on le perçoit de manière logarithmique. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire déjà que notre cerveau il est bien plus doué pour percevoir les fréquences dans les basses fréquences. Ça veut dire qu'une différence de 100 Hz dans les basses fréquences, c'est carrément perceptible, hein, c'est plus d'une octave, alors que dans les hautes fréquences, c'est presque imperceptible. Ça veut aussi dire que du coup, si on crée un bruit blanc comme ce que je vous ai écrit tout à l'heure avec des fréquences uniformément réparties, on va se retrouver avec beaucoup plus de fréquences qu'on perçoit comme des fréquences aiguës en fait, hein, sur une échelle logarithmique, hein, ce qui va créer une vraie surcharge pour le cerveau. Et c'est cette surcharge que vous avez ressentie quand je vous ai fait écouter ce bruit. Je vous rassure d'ailleurs, hein, c'était le seul bruit désagréable de la conférence. Donc ça nous donne déjà une idée du problème. Et le simple fait de comprendre ce problème, ça va nous donner une idée vers la solution. Alors, c'est bien, par contre, moi je suis un petit peu embêté parce que là, depuis tout à l'heure, je vous parle un petit peu de bruit, je vous ai parlé de densité spectrale, et je suis embêté parce que je vous donnais une définition qui était un petit peu grossière avec l'aléatoire, parce que je manquais d'outils à ma disposition. Maintenant qu'on se rappelle de ce que c'est que la transformation de Fourier est à la base d'un outil qui est essentiel pour le traitement du signal et pour l'étude du signal, et notamment des signaux acoustiques. C'est ce qu'on appelle ça les spectrogrammes. Et ça tombe bien parce que j'en ai développé un pour vous. Hop là. Et donc avec ça, on va pouvoir voir les fréquences. Je vais faire une petite pause. Une petite pause sur les bruits. Je vais vous faire écouter une musique de pop rock très rapidement, parce que c'est beaucoup plus pratique de comprendre le fonctionnement des spectrogrammes quand on écoute de la vraie musique. Et le pop rock est un style qui est très pratique pour voir les instruments. Donc on va écouter ça tout de suite. Hop là, c'est parti. On entend de la guitare. Première observation, les fréquences sont très écrasées par le bas, ça c'est normal, c'est parce qu'on voit les fréquences telles qu'elles sont émises. Je vous le rappelle, hein, nous on perçoit de manière logarithmique, donc on va écouter ça, on va voir ça de manière logarithmique. Donc là, j'ajuste l'échelle. Voilà, je vais accélérer la vitesse aussi, tant qu'à faire. Et donc là, ce que vous voyez en fait, c'est vraiment la densité spectrale des fréquences de la guitare. C'est-à-dire qu'en fait, là où c'est noir, c'est là où il n'y a pas de fréquence. Là où c'est violet, c'est quand on a une faible densité des fréquences. Et quand c'est jaune, c'est quand on a une forte densité des fréquences. Ce sont les fréquences dominantes qu'on entend. Donc en fait, on voit que la guitare, elle, on va plutôt l'entendre dans ces fréquences-là, à peu près. Vous voyez, là où c'est clair. On remarque plusieurs choses. On remarque déjà qu'il n'y a pas du tout de basse fréquence, ou presque pas, parce que la guitare, ça n'émet pas vraiment de basse fréquence. Mais si on rajoute de la batterie, mince. Et donc là, on a le bas qui est bien rempli maintenant parce qu'on a la batterie, notamment la grosse caisse qui est arrivée pour faire son fameux poum jack, poum jack. Et donc là, on entend le poum jack ici, vous voyez, et on le voit surtout, on voit les blocs jaunes. Les blocs jaunes, c'est littéralement le poum jack de la batterie qui est suivi de près par un autre instrument, la basse, cette fameuse ligne de basse. Donc là, on a la guitare et la batterie, voilà, ça remplit bien le spectre. Et après, on va pouvoir entendre la voix du chanteur. Hop là, ici. Je crois que c'est à peu près par là. Et donc là, vous voyez, on peut voir la voix du chanteur littéralement. Et on la voit un petit peu en nuage parce qu'il est en train de chanter des paroles. C'est très organique la voix. Donc en fait, les fréquences vont être assez réparties. C'est un peu comme avec la guitare tout à l'heure. Et donc là, voilà, on voit les fréquences, c'est un petit peu en nuage. Mais ce qui est intéressant, c'est que même en utilisant notre voix, si on se met à chanter des notes qui sont plus précises, donc vraiment une vraie note, eh bien on va aussi pouvoir le voir plus précisément. Vous avez vu? La note qu'il a chantée, on la voit distinctement ici. Ça, c'est hyper intéressant.
Du coup, je ne sais pas si le chanteur était au courant, mais quand il chante cette note dans le refrain, eh bien, sa voix se situe entre 700 et 800 Hz à peu près. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer à quel point les spectrogrammes sont des outils hyper importants. On peut vraiment étudier le son de manière assez efficace grâce à ça. C'est un outil qui s'appuie massivement sur la transformation de Fourier. Ok, donc maintenant revenons à nos bruits. On va réécouter le bruit blanc, mais à bas volume, vous en faites pas. Et on va voir ce que ça donne. Je remets l'échelle linéaire. Voilà, vous voyez maintenant quand je vous dis que c'est un son où la densité spectrale est la même pour toutes les fréquences de la bande passante, hein, c'est-à-dire qu'en fait, si je mets les lignes aussi, vous voyez, parce que là, comme j'ai mis l'échelle logarithmique, si on met des lignes, on voit que chaque ligne, c'est un passage vers une bande d'octaves. Ah non, pas tout de suite, pardon, ça c'est quand je mets l'échelle logarithmique. Voilà. Là, c'est chaque passage vers une bande d'octaves. Et si je mets cette échelle-là, d'ailleurs, voilà, bon, c'est un peu coupé. Vous voyez qu'en fait, quand les fréquences telles qu'elles sont émises, c'est totalement uniforme en fait, hein, c'est vraiment homogène, uniforme, donc ça c'est assez visuel, donc c'est ça la définition en fait. Et quand on met l'échelle ensuite logarithmique, on voit qu'on a une densité spectrale qui est beaucoup plus élevée dans les hautes fréquences que dans les basses fréquences, et c'est ça la surcharge qu'on entend. Donc ça, cet outil maintenant je vais le présenter, il va être très pratique aussi pour la suite. C'est cool, et surtout ça nous permet vraiment d'identifier le problème, hein, on l'a vu, c'est le fait qu'on perçoit de manière logarithmique. Et puisqu'on perçoit de manière logarithmique, il suffit de concevoir le même bruit blanc, mais qui contrebalance cet effet avec donc une densité proportionnellement inverse. Donc en fait, ce qu'il va nous falloir, c'est un son où la densité spectrale elle est constante par bande d'octave, et pour ça, il faut faire du coup un bruit où la densité spectrale de puissance elle est inversement proportionnelle à la hauteur des fréquences. C'est la même chose, mais avec cette notion-là. Et ça porte un nom, on appelle ça les bruits roses. Et le bruit qu'on a entendu, en fait, c'était ça. C'était un bruit rose. C'est un bruit, en fait, qui permet justement de s'adapter au cerveau humain. Sa définition, du coup, c'est très simple. Hein. Je viens de vous le dire, hein, c'est un bruit dont la densité spectrale elle est constante par bande d'octave, et c'est quand la densité spectrale elle est proportionnellement inversée à la fréquence du signal. Et en gros, si je vous fais une définition un peu plus grossière, c'est un bruit blanc qui est adapté à notre perception humaine. Donc en fait, grâce à ça, on va avoir cette fameuse théorie des fréquences hautes et des fréquences basses, qu'est-ce qu'on pense? On va la voir pour votre oreille. C'est un bruit blanc qui est adapté à notre oreille. Ok. Comment on fait ça? Richard Voss et Jess McCartney se sont penchés sur la question. Ils ont fait l'algorithme que je vous montre en pseudocode. C'est pas la peine d'essayer de le comprendre, hein, je vais vous l'expliquer. Notamment la partie la plus importante, c'est ici. Eux, en fait, ils se sont dit, pour faire ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer 16 bruits blancs différents, un par bande d'octave. Et ces bruits blancs-là, ensuite, on va les additionner pour faire ce fameux bruit rose. Donc en fait, comment on va les faire? C'est ce que fait l'algorithme ici, hein, avec le fameux opérateur modulo qui est vraiment au centre de l'algorithme. C'est qu'il va dire on va créer d'abord un bruit blanc où l'échantillonnage, ça va être une valeur aléatoire pour chaque échantillon. Donc c'est exactement ce qu'on a fait au début, c'est un bruit blanc bien pur. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire ok, on va créer un second bruit blanc, mais cette fois-ci, on va mettre une valeur aléatoire tous les deux échantillons. Et le reste du temps, elle ne va pas bouger. Ça va créer un bruit blanc qui va être 2 fois plus statique que le premier. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va faire exactement le même bruit blanc qu'on a entendu, mais où les fréquences ne seront pas réparties entre 0 et 22 000 Hz, mais entre 0 et 11 000 Hz. D'un point de vue physique, en fait, le fait de faire ça, ça va diviser par 2 la fréquence maximale. Et ensuite, il va faire un autre bruit blanc avec une valeur aléatoire sur 4, puis sur 8, puis sur 16, 32, etc. Et ça nous donne ceci. Ces 16 bruits blancs que vous voyez là. Et donc, vous voyez, c'est plus on descend, plus c'est statique, mais on garde la notion d'aléatoire, et ça nous donne ce bruit rose-là. Et si on montre maintenant les spectrogrammes, ces spectrogrammes qui sont schématisés pour que ça tienne sur la slide, mais vous voyez bien que le bruit blanc, lui, il est entre 0 et 22 000, puis entre 0 et 11 000, etc. Et l'algorithme, ensuite, il fait la somme de ces sons. Et ça nous permet d'avoir ce fameux bruit, en fait, où la densité spectrale, elle est inversement proportionnelle à la hauteur des fréquences. Et donc ça, c'est exactement l'inverse de notre perception d'oreille, ce qui fait que du coup, ça va faire comme si on entendait tout de manière très uniforme. Et c'est ça qu'on voulait. Donc ça, je l'ai implémenté. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que c'est implémenté, pas la peine d'essayer de le lire, mais si jamais ça vous intéresse quand vous récupérez les slides. Écoutons-le ensemble maintenant. On va augmenter le volume un petit peu. Voilà. Le bruit rose. Je pense que même avec les enceintes, vous vous en rendez compte,
Le bruit, il est beaucoup plus doux que le bruit blanc, hein. Là, il vous a pas agressé la tronche, mais il était un peu granuleux quand même. Il était presque bien, on sent que c'est plus adapté à notre cerveau, mais il semble y avoir un petit problème. C'est encore un petit peu agressif, c'est pas suffisamment doux pour que j'ai envie de m'endormir avec. Et en fait, il s'est passé un truc. Il y a une faiblesse à l'algorithme qu'on a vu juste avant. Cette faiblesse, en fait, c'est ça. On a des changements brusques en fait à chaque changement vers une nouvelle bande d'octave. En fait, c'est très visuel, on le voit bien. On a des changements assez bruts de densité. Et d'un point de vue physique, en fait, quand on fait ce genre de choses, quand on fait sur un échantillonnage des changements brusques, ça génère des hautes fréquences parasites. Et ces hautes fréquences, en plus, elles vont être réparties dans toute la bande. Et c'est ça, en fait, qui va créer cette espèce d'effet granuleux désagréable. Donc en fait, la solution qu'on avait, c'est la bonne, elle est juste incomplète. On a bien fait l'algorithme qu'on voulait. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est éliminer ces hautes fréquences parasites. Et éliminer des fréquences parasites, c'est le travail d'un outil qui est bien connu en physique. On appelle ça des filtres. Je vais vous présenter le filtre, l'un des filtres les plus emblématiques dans le monde des filtres en physique, la FFT-based filtering, le filtre basé sur la transformation de Fourier rapide. Donc là, je vous remets un signal, comme celui qu'on a vu tout à l'heure, mais cette fois-ci avec non pas 2, mais 10 fréquences. Donc ça, c'est un signal qui est composé par 10 fréquences. Et on va les afficher. Donc j'ai galéré à faire ça sur PowerPoint, vous ne pouvez pas savoir. Et on va les séparer comme ça. Et ce que fait le filtre, en fait, c'est qu'il va utiliser donc la transformation de Fourier pour décomposer les fréquences, et ensuite il va choisir les fréquences qu'il veut isoler ou dont il ne veut pas. Donc ici, par exemple, on va dire que les hautes fréquences nous dérangent, on va les dégager, et on applique une transformation de Fourier inverse pour reconstituer le signal. Et en faisant ça, du coup, on a reconstruit le même signal, mais avec des fréquences en moins, et donc comme les hautes fréquences ont disparu, on va se retrouver avec un signal beaucoup plus lisse, et c'est ça qu'on voulait. En anglais, on appelle ça du smoothing. Donc là, on a lissé le signal. Et ça, généralement, ça va créer cette espèce d'effet un petit peu étouffé. Vous savez, comme quand on entend les boîtes de nuit de loin, voilà, ce genre de boum boum comme ça. Et ben en fait, ça va créer un signal beaucoup plus lissé. Et ça, c'est ce qu'on veut pour notre bruit. Sauf que nous, vous allez voir, c'est pas exactement ce qu'on voulait. Par contre, c'est hyper utile dans la vie de tous les jours pour plein de gens, notamment pour les process auditifs qui s'appuient massivement là-dessus. Parce qu'en fait, les gens qui souffrent de problèmes auditifs, généralement, c'est pas juste qu'ils entendent moins bien tout court. En fait, eux, ils entendent moins bien certaines plages de fréquences. Et donc, pour les aider, ce qu'il va falloir faire, c'est amplifier uniquement les fréquences environnantes qu'ils entendent moins bien. Si on amplifie tout, ça leur fait une belle jambe. Et c'est justement grâce à ce type de filtre qu'on va pouvoir isoler les fréquences dont ils ont réellement besoin pour ensuite améliorer leur quotidien. Donc ça, c'est bien, mais c'est pas exactement ce que nous on veut, parce que ça, c'est très pratique quand on est capable de savoir quelle fréquence on veut isoler. Nous, on ne sait pas exactement. Nous, les fréquences parasites, elles se situent un petit peu partout sur le spectre, et c'est pas juste que les fréquences elles sont hautes, c'est qu'elles sont trop hautes par rapport à ce qu'on voulait. Donc du coup, ce qu'on va vouloir faire, c'est un lissage continu sur le spectre. Et ça, c'est le travail d'un type de filtre qui est bien connu, qui sont les passe-bas, mais notamment le passe-bas one-pole, qui lui est justement bien fait pour faire ça de manière continue. Et l'algorithme, il est très simple, il tient en une ligne. C'est un peu plus simple d'ailleurs quand je mets le coefficient, quand je lui attribue une valeur. Hein. C'est une formule qui implique un coefficient de smoothing. L'idée derrière, en fait, c'est de se dire qu'on va rapprocher les échantillons les uns des autres. L'idée, c'est de se dire, OK, pour chaque échantillon, au lieu de prendre sa vraie valeur courante, on va prendre 80% par exemple de la valeur précédente et seulement 20% de la valeur courante, et ça va rapprocher les échantillons entre eux, et d'un point de vue physique, rapprocher des valeurs d'échantillons entre eux, ça permet de lisser le signal. D'ailleurs, on le voit même visuellement. Hein. Ça, c'est notre signal, par exemple, un signal avec quelques échantillons. Et en appliquant ce type de filtre, vous voyez qu'on va rapprocher les points entre eux. On garde l'information d'origine, hein. On garde vraiment l'information de l'échantillon, mais on va les rapprocher. Et ça crée ce lissage. Et donc là, c'est un vrai exemple que j'ai montré avec un coefficient de 80%. On a vraiment un 80% rapproché les points des uns des autres. D'ailleurs, je vais vous le montrer sur des bruits blancs aussi. Hein. Ça, c'est un bruit blanc comme celui qu'on a vu avant. On le lisse un peu, on le lisse beaucoup. Dans tous les cas, en fait, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a exactement les mêmes formes de signaux, même si on ne dirait pas, juste on a beaucoup rapproché les points. Donc on a la même notion d'aléatoire, de chaos, mais beaucoup plus lissé. C'est-à-dire que là, pour celui du bas, on va entendre un bruit blanc comme au début, mais beaucoup plus étouffé. Ok, bah maintenant, c'est bien, on va essayer d'appliquer ça à notre bruit rose. Et là, ça devrait faire l'affaire maintenant. Donc là,
on aura un bruit rose plus un passe-bas. On va recomparer les deux, hein, comme ça vous vous rendrez bien compte. Vous voyez là. Voilà, vous voyez, c'est ce côté un petit peu étouffé. Et ça, en fait, on a reproduit quasiment à l'identique le son qu'on a vu sur YouTube. Victoire. Là, on a réussi à recréer from scratch un bruit qui permet de soulager un acouphène. C'est pas le seul, hein, vous le verrez un petit peu après, mais voilà, en partant du principe de ce que c'est qu'un bruit blanc, en se rendant compte que c'est pas assez bien pour le cerveau humain et qu'on va créer un bruit rose qui est adapté à notre cerveau, puis en continuant à sculpter le son comme ça pour avoir cette espèce de bruit, on a un bruit rose, un passe-bas, qui est un bruit idéal pour les gens comme moi. Un petit résumé de ce qu'on vient de faire. Et victoire. Donc voilà, j'espère déjà que vous aurez trouvé ça passionnant, le fait de pouvoir créer un bruit de zéro comme ça, qui permet d'améliorer le quotidien de plein de gens. La conférence s'appelle « Couleur des bruits », donc je vais quand même proposer 2-3 autres couleurs. Il y a un bruit qui s'appelle notamment le bruit bleu. Lui, c'est simple, c'est le contraire du bruit rose. C'est-à-dire que, puisque le bruit rose, on a fait un algorithme pour que la puissance spectrale, la densité spectrale de puissance soit inversement proportionnelle à la hauteur des fréquences, là, on va faire l'inverse, ça va être proportionnel à la hauteur des fréquences. Ce qui fait que c'est un bruit qu'on veut vraiment pas entendre. Et là, je ne vous le fais pas écouter parce que j'ai pitié de vous, mais c'est un bruit qui est comme le bruit blanc, en proportionnellement pire. C'est assez horrible, c'est vraiment strident. Donc vous pouvez l'écouter chez vous si vous voulez, mais ça existe. Après, il y a peut-être des gens qui se détendent avec ça. Hein. Juste, je ne sais pas si je suis impressionné ou si j'ai juste jamais envie de les rencontrer. Et il y a un autre bruit qui est assez intéressant, c'est le bruit brownien qu'on appelle le bruit rouge. C'est le bruit de la marche aléatoire. Et celui-là, si je vous en parle, c'est parce qu'il est très intéressant. C'est l'un des rares bruits qui fait concurrence au bruit rose. Quand les gens se détendent, de manière générale, en écoutant des bruits colorés, ils écoutent soit des bruits roses, soit des bruits browniens. Le bruit rose, j'ai l'impression que c'est celui qui fait plus unanimité, qu'il y a le plus, en tout cas, il y a plus de gens qui l'apprécient, mais le bruit marron, enfin le bruit rouge, lui, il est quand même super intéressant. Et son algorithme, en fait, il est extrêmement simple. Il tient en une ligne, il ressemble à ça à peu près. Ça ressemble un petit peu au bruit blanc, ça ressemble un petit combiné au passe-bas, vous voyez, sauf qu'en fait, au lieu de faire 80% d'un côté, 1% de l'autre, on va toujours garder la valeur précédente et on va rajouter une valeur en plus, enfin la valeur aléatoire de l'échantillon suivant, qui est positif ou négatif, hein, ce qui fait que ça peut statistiquement stabiliser, mais ça peut marcher dans un sens ou dans l'autre. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça la marche aléatoire. Et c'est aussi pour ça que l'algorithme du bruit brownien, il prévoit aussi des bornes hein, pour pas aller trop loin en cas de hasard. Et avec une simple formule comme ça, on se retrouve avec un bruit qui est assez similaire à celui qu'on vient de créer ensemble, mais qui est un peu différent, vous allez voir pourquoi. C'est intéressant. Je vous refais écouter rapidement le bruit qu'on a créé déjà. Et là, on va écouter maintenant le bruit brownien. L'avantage d'être dans une grande salle avec des grandes basses, c'est qu'on entend bien les basses, on se rend un peu plus compte. Alors là, on voit plus trop le bruit rose, hein, mais vous voyez, c'est un peu comme le bruit rose, c'est plus étouffé parce qu'en fait, on a plus l'effet du passe-bas, et surtout, on a beaucoup de fréquences vers le bas. Ces fréquences vers le bas, en fait, ça va créer une espèce de fond orageux, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais les gens qui écoutent du bruit rose, généralement, ils assimilent le bruit rose à une espèce de brise légère ou une mer lointaine, c'est aussi ça qui les aide à s'apaiser. Le bruit rouge, lui, en fait, il va avoir exactement le même effet, mais en rajoutant une espèce de fond orageux. Si vous fermez les yeux, là, vous pouvez vraiment imaginer une espèce de mer lointaine avec un fond d'orage. Et ça, il y a plein de gens qui adorent cette espèce de fond orageux, c'est pour ça que ce bruit est intéressant. Perso, moi, ça me stresse un peu, donc je préfère le bruit rose et je préfère le bruit qu'on a créé ensemble. Mais c'est un bruit qui fait une sérieuse concurrence au bruit rose, d'où l'intérêt d'en parler. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin du coup de cette conférence. Vous pouvez retrouver quelques sources ici. La musique qu'on a écoutée est du groupe Tip Stevens, et je tenais à les remercier parce qu'ils m'ont donné l'autorisation pour passer leur musique à cette conférence. Donc un très grand merci à eux. Et aussi, je voulais vous remercier vous évidemment pour être venu pour m'écouter parler de ce sujet un peu particulier. Et je voulais remercier notamment Dave Lille parce que c'est la première fois que je fais cette conférence et ils m'ont fait confiance pour parler d'un sujet comme ça.
Je ne sais pas comment vous remercier d'ailleurs l'organisation d'Evlil. Alors, du coup, j'ai composé un son pour vous, enfin plutôt j'ai composé un bruit pour vous. On va le regarder ensemble si vous voulez bien, parce qu'on n'est pas là pour écouter des bruits, on est là pour les regarder. Oh, quel suspense. Merci à vous, Devlil. Avant de passer aux questions, j'aimerais vous faire écouter un tout dernier bruit. Enfin, quand je dis écouter, vous commencez à me connaître, on va les regarder, ouais, évidemment. Un tout dernier bruit. Et après, promis, c'est vraiment la fin. Je vous l'ai dit, c'est la première fois que je fais cette conférence, donc ça me ferait vraiment très plaisir si vous pouvez me laisser un feedback sur ce QR code. Merci d'avance. Je sais que tout le monde demande des feedbacks, mais je crois que personne ne vous le demande comme ça, donc ça mérite bien que vous preniez 10 secondes pour me laisser un feedback. Et surtout, je serais vraiment très curieux d'avoir des retours sur ce talk, donc merci à vous. Merci.